Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Georges qui vient de publier un ouvrage au titre un petit peu insolite, 7 décennies qui ont changé la gueule du monde. Tout un programme, donc inutile de dire qu'il s'agit d'un retour sur 70 ans d'histoire, c'est à peu près l'âge de l'auteur, et il nous raconte sa vie, ce sont des mémoires, c'est un livre d'autobiographie, mais à l'occasion, évidemment, il porte un certain nombre de jugements, d'interprétations, de regards tout à fait personnels, tout à fait originaux sur cette période qui s'étend, en gros, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à nos jours. Hein. Et Jacques Georges, de ce point de vue, présente un cas tout à fait original, tout à fait particulier, parce que il a une sensibilité particulière à tout le monde qu'il a connu quand il était enfant. Il a été élevé par ses grands-parents et, comme il le dit très bien, il a vécu à la belle époque à travers cette expérience-là, même si son enfance, bien c'était l'époque des années 1950. Alors, Jacques Georges, cette enfance, qu'en retenez-vous avec le recul dont vous disposez aujourd'hui ? Eh bien, j'ai coutume de dire assez souvent que je suis né au 19e siècle. Voilà. Je suis né à la belle époque. Je suis né dans un monde englouti. Et ce qui fait avec le monde dans lequel je vis aujourd'hui, où nous vivons aujourd'hui, un contraste pour le moins saisissant. Brutal, oui. Oui, brutal. C'est un monde... J'ai été élevé pas loin de Paris. Mais dans une campagne, malgré tout, dont les caractéristiques économiques, sociales, psychologiques, la manière de vivre, étaient plus, se rattachaient plus aux années 30, voire même à la belle époque, qu'à celle qui a suivi. Donc, je dis souvent, moi je suis né vers 1850. C'est ça. Et il y avait encore Napoléon III, il y avait encore les fiacres, il y avait encore, enfin... Il y avait les premiers chemins de fer quand même. Il y avait des chemins de fer, oui, mais enfin, on n'en avait pas tellement besoin. Il n'y avait pas de voiture chez nous, donc il y avait des bus évidemment, mais enfin c'était quand même vraiment, c'était vraiment un monde aujourd'hui disparu. Il se trouve que nous avons vécu à peu près dans la même région, à quelques kilomètres de distance. Nous avons été condisciples dans le même lycée, et donc nous avons effectivement connu à peu près le même monde. Et la même expérience, puisqu'il se trouve que les hasards ont fait que j'ai moi-même été élevé par des grands-parents, et que je ressens à peu près le même sentiment par rapport à cette époque. Le monde avec lequel j'étais familiarisé, c'était celui de l'exposition universelle de 1900, c'était celui de la conquête du Tchad ou de l'affaire Dreyfus, beaucoup plus en fait que celui des années 1930, qui étaient les années de mes parents en quelque sorte. Et vous, ça a été un petit peu pareil. Mais depuis que j'ai publié ce livre, j'ai eu pas mal de réactions, et je me suis aperçu finalement ça touchait pas mal de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont à peu près notre âge, qui se reconnaissent là-dedans. Et s'il y a peut-être un fond de nostalgie là-dedans, je n'essaie pas trop de cultiver la nostalgie parce que c'est parfois mauvaise conseillère, mais malgré tout, il ne faut pas l'écarter totalement, ni la nier. Après tout, la nostalgie, c'est pas un sentiment condamnable. Absolument, c'est tout à fait un sentiment même tout à fait convenable, voire noble. Enfin, il faut pas, agréable à cultiver. Il faut pas s'en tenir à ça, mais enfin, il faut pas le rejeter non plus. Oui, parce qu'ensuite, il y a eu bien sûr la rupture des années 60 avec le recul dont nous disposons maintenant. On voit bien que là s'est produit un basculement général qui nous a coupé de tout ce monde qui vous est familier et dont vous rendez compte dans votre ouvrage. Il y a un personnage en particulier
auquel vous êtes manifestement très attaché, qui d'ailleurs a fourni la couverture de votre ouvrage, c'est votre grand-père. Ouais. Et à la lecture de ce que vous écrivez à son sujet, c'est un personnage manifestement très, très attachant et qui incarne surtout tout un monde aujourd'hui révolu. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, ce son personnage? visage traduit bien ce qu'il était, disons. Bon, c'était un... Vous savez, ces paysans aux yeux bleus, blonds aux yeux bleus, avec des moustaches, qui étaient le fond de la population française il y a encore pas longtemps. Hein. Un paysan également attaché à une terre. Donc il y avait, je dirais, c'était un monde enraciné vraiment, enraciné, stable, à la démographie qui ne comportait pas, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, la France terre d'immigration. Ça, c'est venu assez tard. Mais le monde dans lequel j'ai vécu, celui de mes grands-parents, c'était pas celui-là. C'était celui d'une société paysanne stable depuis un millénaire. Et une société paysanne qui va être profondément ébranlée, bousculée par le terrible conflit de 1914-1918. Des campagnes françaises qui ne s'en sont jamais véritablement remises. Ce qui a d'ailleurs, au niveau des campagnes, entraîné d'ailleurs des vagues d'immigration européenne, celle-là. Bien sûr. Notamment des populations belges, polonaises qui sont venues en France à la faveur du déficit démographique né de la guerre. C'est une guerre sur laquelle vous vous arrêtez beaucoup, vous vous penchez beaucoup, parce que vous y voyez la marque, le signe d'un véritable suicide européen. Cette guerre de 1914-1918, une tragédie que l'on pourrait comparer à ce qu'a été la guerre de 30 ans pour l'Allemagne au XVIIe siècle, qui va durer 30 ans, de 14 à 45 d'ailleurs, ou alors que l'on peut comparer aussi à la guerre du Péloponnèse, qui a ruiné complètement la civilisation des cités grecques. J'aime beaucoup cette image. Qui a duré également une trentaine d'années. Oui, c'est vrai que la guerre de 14-45, moi je l'appelle toujours que la guerre de 14-45, ça a été un suicide absolument invraisemblable. On pourrait philosopher beaucoup, ça serait d'ailleurs passionnant de savoir si c'était évitable ou non. Il y avait des causes profondes, mais il y a eu également la part du hasard. Bien sûr, la part de l'imprévu, oui. La part de l'imprévu, ça aurait pu ne pas avoir lieu, l'histoire aurait pu prendre une toute autre tournure, et aujourd'hui, nous serions dans une situation dans un monde tout à fait totalement sur le plan économique, différent. Politique, psychologique, mental, c'est-à-dire idéologique, complètement différent. L'Europe, au début du XXe siècle, était maîtresse du monde dans tous les domaines, malgré l'excroissance occidentale des États-Unis qui commençait à monter en puissance. Et quand on fait le bilan au début du XXIe siècle, un siècle plus tard, évidemment, les choses ont changé et pas franchement bien. Je suis tourné vers le passé, mais je suis également beaucoup tourné de plus en plus vers l'avenir. Et malheureusement, l'Europe aujourd'hui est un petit peu à la traîne de beaucoup. Elle est même à la traîne de sa fille, l'Amérique, qui elle-même devient de plus en plus à la traîne ou tendanciellement à la traîne de la Chine. Donc, quand on voit le chemin parcouru, effectivement, il y a de quoi philosopher. Je veux dire, c'est ce que je fais tous les jours. C'est de la philosophie de bistrot, peut-être, mais c'est la mienne. Et je dois dire que c'est vrai que il y a sur cette guerre de 14-45, il y a des sujets d'interrogation, de questionnement, également de prospective absolument extraordinaire. Mais je crois qu'on est là au cœur du tragique, de l'histoire européenne. On pouvait imaginer peut-être un autre scénario. J'ai moi-même publié il y a quelques années un ouvrage intitulé 1914, la guerre n'aura pas lieu, où je connais très bien ce bouquin. Je reprenais tout. C'est mieux qu'un bouquin, c'est un livre. Je reprenais tout le débat sur cette question, mais les événements se sont produits. Ils ont eu lieu pour des raisons, dans une large mesure, imprévisibles, contre toute logique, quelque part. Et évidemment, il faut que nous fassions avec, mais simplement, il est utile de mesurer le plus exactement possible les conséquences cataclysmiques du phénomène. Et même au-delà,
la question se pose quelque part, je pense, de l'émergence au XIXe siècle des nations dans la forme qu'elles ont prise, hein, toute une idéologie d'abord nationalitaire qui ensuite s'est transformée en idéologie nationaliste, qui a abouti à la catastrophe que l'on sait. Ouais. C'était la chose du monde la plus naturelle à l'époque, ouais. Et il est tout à fait quelque part normal, entre guillemets, que nos anciens soient allés tenir leur place dans les tranchées. J'ai moi-même perdu un grand-père en Champagne en 1915, mais en même temps, avec le recul, on peut poser la question des résultats au long terme de l'idée nationale telle qu'elle s'est cristallisée au sortir de la Révolution française, telle qu'elle s'est répandue dans toute l'Europe, finalement. On est exactement sur la même longueur d'onde. Alors, ça ne nous amène pas à refaire l'histoire. Les événements se sont déroulés ainsi. C'est encore une fois le tragique de l'histoire. Nous n'avons pas prise sur lui. Il domine les décisions ou les aspirations des hommes sur le moment. Les hommes ne connaissent jamais l'histoire qu'ils sont en train de faire. C'est vrai. Mais avec le recul que nous avons aujourd'hui, ça nous amène à une sorte d'examen de conscience historique bien nécessaire pour élucider ce que peut être notre avenir, puis éclairer aussi tout simplement ce qu'est notre présent. Eh oui, tout à fait. C'est un vaste sujet, là, vous soulevez une question énorme, qui d'ailleurs me passionne de plus en plus. Je suis en train d'écrire un second bouquin, qui est vraiment un bouquin, alors beaucoup plus un essai, vraiment. Ce sera pas, car là, c'est un témoignage biographique, un témoignage autobiographique, on va dire, votre ouvrage. Je ne parle pas que de moi, même pas principalement de moi, je parle de l'époque, mais là, je suis en train d'écrire un essai, vraiment, alors qui est beaucoup plus dur, d'ailleurs, beaucoup plus... Bon... je dirais pas philosophique, parce que je me pique pas de philosophie, historique. Mais enfin, disons, c'est une réflexion sur la longue période. Une réflexion historique. Voilà. Et puis, également sur le futur. Bah oui, bien sûr. Parce qu'à partir du moment où nous avons le même diagnostic, je pense, sur le passé, maintenant, le présent, je pense qu'on aura certainement une grande convergence de vues. Maintenant, sur le futur, il suffit de regarder. Voilà, il suffit de regarder l'état de la droite aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans tous les pays d'Europe, pour voir que le champ des possibles, le champ des options possibles est énorme et presque infini. En gros, il y a ceux qui pensent que le souverainisme, le retour à la nation, c'est nécessaire et compte tenu des insuffisances de l'Union européenne. Il y en a d'autres qui pensent au contraire que l'Europe, c'est le destin, c'est le salut, etc. Moi, je dois dire ça, on fera peut-être... Vous êtes plutôt européiste. Moi, je suis oui, c'est ça. On me qualifie parfois à droite d'européiste. Ce qui est un gros mot pour eux, mais pas pour moi. Ça dépend ce qu'on met dans le terme. Ça dépend, exactement, ça dépend de ce qu'on met dedans. De quelle Europe s'agit-il? L'Europe institutionnelle d'aujourd'hui, ce n'est pas évidemment l'Europe à laquelle on peut aspirer. Elle est porteuse d'une idéologie totalement mortifère. Ça, c'est vrai. Elle est de fait l'ennemi des réveils que nous attendons. Alors maintenant, un projet européen impérial réunissant les nations historiques sur un certain nombre de dénominateurs communs, et Dieu sait qu'il y en a, ça c'est quelque chose qui peut être envisagé. Mais il faut sortir de l'ambiguïté que représente cette construction bruxelloise, encore une fois, totalement mortifère. C'est un sujet, alors là c'est un petit peu plus un sujet d'opportunité, là, parce qu'on peut discuter, moi il se trouve que professionnellement, je pratique l'Europe depuis l'Europe réelle, l'Europe... Quand je dis l'Europe réelle, c'est ambigu. Je veux dire l'Europe bureaucratique. Je connais l'Europe de Bruxelles, je connais les locaux des différentes directions générales. Je connais je connais les bons et les mauvais côtés de l'Europe. Et même encore maintenant, je suis en train de travailler pour l'Europe en Égypte. Donc, sur l'Europe de Bruxelles, j'ai un jugement probablement plus nuancé que la plupart des gens de droite qui la critiquent à juste titre. Mais enfin, l'Union européenne, elle est aujourd'hui la somme des médiocrités nationales et elle a, sur les grandes questions, la même philosophie que nos dirigeants français. En général, ce ne sont pas les derniers
à en rajouter dans le domaine de de l'internationalisme, du mondialisme, du cosmopolitisme, la bien-pensance, le politiquement correct et tout ce qu'on veut. La France n'est pas un modérateur dans ce domaine en Europe, loin de là. Oui, mais la France a été porteuse aussi de toute cette idéologie à travers sa tradition jacobine, sa tradition universaliste, droit de l'homarde, etc. Exactement. Donc, on est bien d'accord. La France n'est pas complètement innocente par rapport c'est le moins qu'on puisse dire. À la situation que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr. Hein. Et on fête beaucoup Napoléon en ce moment. Oui. Sur Napoléon, regardons, ça c'est très intéressant le cas de Napoléon. À droite en général, la TV Liberté, dans les milieux de droite en général, on aime Napoléon. En général, on fête Napoléon. Hein, ça dépend. Ça dépend, mais moi je ne suis pas du tout napoléonien, par exemple. Il y a toute une tradition qui vient de l'école monarchiste, incarnée par Bainville, par exemple, qui voit dans l'expérience napoléonienne un bilan finalement négatif. Hein. C'est bien plutôt le nationalisme républicain qui a récupéré en quelque sorte la gloire de l'Empire et qui l'a inscrit dans une continuité qui a commencé avec les 40 rois qui ont fait la France et qui nous a conduit jusqu'au champ de bataille de 1914 jusqu'à la libération de 1945. Exactement. Je préfère Jean de Vigry. Hein, l'approche de Jean de Vigry et les deux patries. Très bien. Ça, je pense que ça, pour moi, c'est un livre de base. Je partage tout à fait votre point de vue sur les deux patries de Vigry. Simplement, c'est une réflexion a posteriori, là encore une fois. Ça n'a pas valeur de condamnation des choix qui ont été faits à telle ou telle époque. C'est une réflexion originale, intelligente, mais si l'on se replace dans le contexte, je reviens évidemment à la guerre de 14, c'est quelque chose au bout du compte qui s'est imposé et auquel on n'a pas pu échapper, qui n'était pas écrit d'avance, ça j'en suis convaincu, mais qui s'est imposé et dont on subit encore aujourd'hui les conséquences. Oui, ben mon grand-père, Paul Georges, là, c'était un patriote. Un combattant de 14. Oui, bien sûr. Oui, bon. Un combattant de 14, qui défendait la terre de ses ancêtres. C'était du Barès. Oui, c'est ça, la terre et les morts. Mais enfin, je ne veux pas être grossier, mais je dirais Barès, pour moi, c'est un cocu. Bah, oui, je suis désolé de prononcer un mot très moche pour quelqu'un de très grand que j'admire, mais c'est quand même malheureusement le cas. Il décrivait quelque chose qui correspondait à une réalité, cette vision de la terre et des morts, ce nationalisme qui s'inscrivait dans les générations, dans la durée. Je crois que c'est une des figures, une des définitions du nationalisme que l'on a connu à cette époque-là, parmi d'autres évidemment, parmi la définition, à côté de la définition maurassienne par exemple, la définition de Renan. Oui, la définition de Renan, la définition républicaine, jacobine, héritière des soldats de l'an 2. Il y a eu la conjonction de tous ces courants, de toutes ces tendances pour fabriquer le sentiment national français dans ces diverses formules. Et puis il y a les événements qui sont venus évidemment bousculer tout cela, qui sont venus orienter ou transformer tout cela au fil du temps. Tout ça est très subtil. Bien sûr. On ne peut pas porter un jugement tranché, exclusif là-dessus. Comme vous êtes le président d'Iliade, l'Institut Iliade. Bon, il vient de sortir, l'Institut Iliade vient de sortir un petit bouquin. Oui. Je vois à quel livre vraiment que je trouve un livre excellent parce que plein de subtilités également. Et il corrige Renan. Moi, j'ai lu Renan quand j'étais jeune. Et je l'ai lu, et la conclusion que j'ai tirée de Renan, ce qui est quand même paradoxal, ça va surprendre pas mal de gens. Moi, j'en ai tiré l'idée que, évidemment, c'était le modèle allemand qui avait raison. Et que c'est dommage, finalement. Enfin, sur le coup, c'est bien la Prusse qui a gagné, mais à long terme, c'est quand même bien l'inverse. Mais aujourd'hui, on donne à Renan la signification, on lui prête une interprétation qui était très très loin de la sienne réelle et profonde. Renan, c'est quelqu'un de très 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 nuancé, très. Il y a de tout chez Renan. Et moi, je préfère le Renan, d'ailleurs, le Renan qu'on ne connaît pas, qu'on ne publie, dont on ne fait pas trop la pub. C'est-à-dire le Renan, au contraire, d'homme de tradition, de la longue période, du sang et de la terre et des morts, etc.
de Barès. Et on lui est redevable surtout de la réforme intellectuelle et morale. Ah ben, bien sûr. Après le choc de la défaite de 70. Mais en tout cas, il y a une chose dont je vous félicite, c'est d'avoir fait référence au livre d'Henri Levasseur. Mais il est très bon, comme d'ailleurs tous les... Qui est absolument excellent, effectivement. Oui, voilà. Non, mais les publications d'Iliade, en général, sont très bonnes. Il y en a un autre... un jeune juriste, là, je sais plus, enfin j'ai plus ça en tête tout à fait parce que c'est un peu lointain, mais sur des sujets connexes, disons idéologico-juridiques. Non, ces petites publications, qui ne sont pas beaucoup de pages, mais beaucoup de contenu. Et moi, ça me convient très bien. Voilà, quelques mines à retardement qui vont s'avérer utiles. Oui, exactement. Non, il faut ce qu'il faut maintenant. Hein. Moi, personnellement, je suis pas très confiant dans l'avenir. Je suis même franchement pessimiste. Mais pour le très long terme, ce qui est important, c'est de semer des idées. Ben, bien sûr. Pour qu'elles ne meurent pas d'abord, et pour qu'elles fassent des adeptes un jour ou l'autre. Que le drapeau soit redressé et qu'après peut-être les âges difficiles qu'on va traverser ou que nos enfants vont traverser, peut-être qu'il y aura quelque chose derrière. En tout cas, s'il n'y a pas ça, on est sûr qu'il n'y aura rien. Ce que vous dites est très intéressant et ça me rappelle mon ami Jean-Claude Vallat qui nous a malheureusement quittés il y a une dizaine d'années et qui expliquait toujours qu'il fallait laisser des écrits comme autant de bombes à retardement. Pour la génération suivante, quand les problèmes que nous avions imaginés et que nous avions anticipés toucheraient véritablement l'ensemble du corps social, et bien qu'il y ait des points de repère vers lesquels se tourner pour construire un avenir alternatif. Et également, je dirais, une réinterprétation de l'histoire qui non pas se détache complètement, mais en tout cas qui voit plus large que Nuremberg. Moi, je dois dire que le procès de Nuremberg, je suis très, j'en fais une des, comment dirais-je, un des points clés. Hein. C'est la fin quelque part du suicide européen. C'est le début du suicide européen. Non, c'est la fin, parce que 45, c'est la fin de la séquence. Ah oui, mais enfin, c'est porteur d'avenir surtout. Et donc, bien sûr, c'est quelque chose qui correspond à une bascule, mais qui s'inscrit déjà dans une continuité entamée en amont. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un petit peu la leçon que l'on peut tirer à la lecture de votre livre, c'est que notre présent est un présent dangereux, conflictuel, alors que nous vivons encore dans une relative euphorie née des 30 Glorieuses. On a toujours pensé que la crise des années 70 allait être éphémère, passagère. Absolument. Elle n'a fait que s'aggraver et prendre des formes de plus en plus diverses et complexes. Et parmi ces crises que nous avons ainsi additionnées, il y a celle, bien sûr, et vous y êtes tout à fait sensible, du fameux grand remplacement, expression ô combien interdite aujourd'hui. Interdite parce qu'évidente, parce qu'elle est grosse comme une maison, comme on dit. Mais c'est que maintenant la réalité apparaît sous son plein jour. Ceux qui avaient anticipé ou diagnostiqué il y a plusieurs décennies ce vers quoi nous allions étaient marginalisés ou réduits au silence. Maintenant, la situation a quand même complètement changé. Il y a des opportunités justement pour qu'une pensée alternative des choses puisse être en phase avec cette réalité nouvelle qui est perçue par des gens de plus en plus nombreux aujourd'hui. Oui, j'espère que vous avez raison. Vous êtes toujours plus optimiste que moi. Hein, je pense qu'on est bien d'accord, en tout cas, pour constater qu'aujourd'hui, le tragique qu'on avait oublié, et notre génération, en gros, c'est celle qui a oublié le tragique. Complètement. En gros, c'est sa définition. L'euphorie c'est la génération Cohn-Bendit, c'est à l'autre. L'euphorie de la grande croissance et le carnaval 68 heures. Voilà, c'est ça. Vous mélangez les deux, puis vous avez les résultats aujourd'hui. Exactement. Vous savez, mon métier, ça consiste encore dans une certaine mesure à moderniser les institutions d'un certain nombre de pays. Je leur dis, je vous apporte la peste, je vous apporte le marché. Hein. C'est-à-dire la peste, c'est pire que... tout en ayant personnellement en tête des objectifs qui sont exactement à l'inverse, c'est comme ça. Bon.
C'est comme ça. Le tragique refait son apparition et on commence à s'en apercevoir à tous les niveaux et même dans la vie quotidienne. Oui. Les gens ne sont plus du tout... C'est-à-dire que quand on se souvient, quand on se remet en tête ce que nous avons vécu quand nous étions jeunes, les 60s, les 70s, hein, jusqu'en 79, en gros, le deuxième choc pétrolier, voilà. Eh bien, l'ambiance à l'époque, elle était vraiment au lendemain qui chantait. Hein, complètement, oui. Et quand il suffit de voir les chansons de l'époque, les films de l'époque, l'ambiance de l'époque. Et puisque c'est devenu depuis, hein, bon, le tragique aujourd'hui, on commence à le voir, tout le monde le voit, voilà. D'où l'importance de la bataille idéologique aujourd'hui. Je rappelle le titre de notre ouvrage, 7 décennies qui ont changé la gueule du monde. Donc l'auteur c'est Jacques Georges, aux éditions Isabelle de Brémondas. Alors pour se procurer cet ouvrage, il est plus pratique de contacter l'éditeur au mail suivant ibacom.fr. Où il y a un site internet aussi, il s'appelle IBA. Il y a un site Ibacom. www.ibacom.fr. Voilà. Merci Jacques Georges de votre présence. Merci Philippe.